Bonjour, si l'image veut bien s'installer. Voilà. Donc je suis un peu intimidée à intervenir après les grandes personnalités qui ont parlé ce matin. Vous verrez, mon propos sera beaucoup plus simple, voire simpliste. C'est vrai qu'en tant que médecin rééducateur, plus particulièrement chargé du rachis dans notre service, je vois un grand nombre de camptocormies, ou du moins un certain nombre de camptocormies, sous divers diagnostics et pour un certain nombre d'entre eux survenant dans le contexte de la maladie de Parkinson. Dans les diapositives que vous verrez, un certain nombre ont été piqués avec leur accord au centre du Vésinet, qui connaît bien cette problématique. Donc la camptocormie, c'est donc l'effondrement du rachis par un trouble, c'est un trouble postural qui se caractérise par la flexion du tronc en station debout, qui apparaît et s'accentue à la marche, à la fatigue, et qui disparaît au décubitus, ou bien quand le patient cède d'un support. À la phase initiale et d'installation de ce trouble, elle est totalement réductible, à son début tout au moins. Elle est pure ou associée parfois à un trouble de déviation frontale qui va faire décrire au rachis une grande kyphoscoliose. Vous voyez ici une patiente qui est donc dans une grande kyphose thoracolombaire. La caractéristique, c'est que souvent, au départ au moins, l'équilibration du tronc et la verticalité peut être maintenue grâce à la position vers l'arrière des membres supérieurs, où l'axe est un peu mieux réadapté, grâce aussi à la souplesse des plans sous-pelviens, la liberté des hanches et une position de mise en flexum des genoux. Donc voilà ici un autre exemple de cette grande kyphose camptocormique qui disparaît ou du moins qui s'amoindrit avec l'appui des membres supérieurs, et on voit bien qu'il s'agit d'une grande hypotonie du tronc avec l'incapacité lors de la verticalité à contenir ou à maintenir une réaxation correcte. Alors cette déviation est décrite essentiellement dans le plan sagittal, mais il peut s'y associer une déviation plus compliquée dans le plan frontal, en kyphoscoliose, comme ici. Et il ne s'agit pas au départ d'une scoliose vraie. Alors ce trouble est un symptôme, ça n'est pas une maladie en soi, c'est un symptôme que l'on observe dans différentes affections. Elle a d'abord été décrite en psychiatrie, on lui a attribué une origine hystérique, et puis on l'a vu décrire dans toutes sortes d'affections, dont les maladies neuromusculaires et les affections neurodégénératives, et plus particulièrement dans les syndromes parkinsoniens, où elle apparaît plutôt au stade évolué, rarement à la phase initiale. Et donc, devant toute camptocormie, il faudra avoir une démarche étiologique qui va conditionner la démarche thérapeutique. Mais même en présence d'une maladie de Parkinson confirmée, il peut y avoir intrication de toutes sortes de pathologies. Le parkinsonien peut avoir au départ eu quand même une déviation rachidienne, une scoliose. Il peut souffrir, comme tout un chacun, de discopathie qui vont donner des troubles d'instabilité passive. Il peut y avoir, bien sûr, mais rarement associé à une myopathie. Et c'est vrai qu'ici, le propos s'attache uniquement à la camptocormie décrite dans les maladies dans les maladies dégénératives, dont la maladie de Parkinson. Donc, mais on ne doit toutefois pas oublier qu'il peut y avoir intrication au moins de certaines étiologies, voire si c'est une phase débutante, il faut avoir cette démarche diagnostique. Alors, le diagnostic clinique, eh bien, chez le parkinsonien, on va avoir, bien sûr, ces troubles de la posture que M. Azoulay a bien décrit, avec une antéflexion, une antéposition de la tête et du tronc, un effondrement qui va se majorer à la marche, à la fatigue. L'examen clinique s'attachera à préciser les troubles de la posture et de l'équilibre, à analyser l'évolutivité de la maladie pour resituer le défaut camptocornique dans la maladie, à analyser également les adaptations que le patient est capable de mettre en place en rétroversion pelvienne et éventuellement les complications, voire la fixation de la déviation qui est rapidement en cours. Il faut se rappeler que le rachis dégénératif, y compris chez le parkinsonien, va évoluer de façon camptocormique. La simple discopathie va aboutir, les discopathies étagées en lombaire vont aboutir à la perte de la lordose, et progressivement, l'évolution naturelle de notre rachis va dans le sens de la camptocormique, y compris, et donc le parkinsonien n'échappe pas bien sûr à cette déviation naturelle qui peut atteindre tout un chacun.
Alors, ce défaut d'effondrement du tronc en avant va accompagner les autres troubles posturaux, mais ce défaut va évoluer une fois qu'il est parti en soi. Il va aggraver les difficultés déjà rencontrées, la difficulté d'adapter le regard à l'horizontale, va restreindre encore le périmètre de la marche, va y associer des douleurs rachidiennes d'origine posturale, en majorant la perte globale d'autonomie déjà donnée au départ par la maladie. Et progressivement, ultérieurement, on aura même jusqu'à une déstabilisation des positions assises, voire des difficultés nutritionnelles et majoration des troubles vésico-sphinctériens. Alors, quelle est la réflexion, quel est l'état des lieux en ce qui concerne la physiopathologie? Alors, il y a un petit peu une bataille théorique. La théorie prédominante actuelle est celle d'une dystonie axiale par atteinte des noyaux lenticulaires par lésion putaminale, donc dégénérescence des voies dopaminergiques spécifiques. Et donc, mais on a constaté aussi dans un certain nombre de situations qu'il existe des lésions musculaires, soit réellement une myopathie, une myosite, ou tout simplement une atteinte dégénérative musculaire. Et aujourd'hui, probablement, à cette symptomatologie d'origine centrale, on ne peut nier qu'il existe des lésions musculaires, si ce n'est primitives, du moins secondaires à la déviation, du moins à la phase évoluée. Cette bataille théorique ne va rien apporter quant aux modalités thérapeutiques. Dans la maladie de Parkinson, les troubles de la statique rachidienne sont une complication fréquente, mais l'effondrement camptocormique n'est en soi pas extrêmement fréquent, mais c'est certainement la complication la plus invalidante. Elle marque, cette camptocormie chez le parkinsonien, un tournant aggravatif dans l'évolution de la maladie. Elle survient la plupart du temps à la phase d'échappement et des difficultés thérapeutiques. Et selon les études, sa prévalence varie. Tout simplement, tout dépend si on se situe plutôt dans une population étudiée largement ouverte ou en milieu neurologique. Les troubles de la statique en eux-mêmes, pour le parkinsonien, ont une prévalence entre 13-90% selon les populations et les clientèles étudiées. Elle est exceptionnellement révélatrice d'une maladie de Parkinson, mais ça a tout de même été décrit. Donc devant toute camptocormie, il faut savoir évoquer ce diagnostic. C'est donc une syphose ou une syphoscoliose ou une scoliose parkinsonienne, au départ sans rotation, avec une inflexion latérale pure. On constate que la convexité se situe du côté des signes extrapyramidaux. Cette camptocormie survient dans un délai de 4 à 10 ans, donc jamais tout au départ, après que la maladie ait évolué durant cette période. Et elle est au départ rapportée uniquement aux troubles posturaux, sans autre désordre orthopédique. C'est-à-dire qu'à la phase toute initiale, s'il n'y a pas de pathologie associée, les plans sous-pelviens sont souples, les ceintures scapulaires sont libres, et c'est certainement très important dans ces situations de faire ce diagnostic très tôt pour pouvoir introduire les méthodes orthopédiques et de rééducation pour tenter de stabiliser cette évolution, dont je vous disais qu'une fois qu'elle est partie, elle évolue extrêmement rapidement, semble-t-il, sur 9 mois, on peut avoir un enraidissement et une fixation de ces troubles. C'est pour ça qu'il faut très rapidement les mettre en évidence pour vouloir les traiter. Alors, je ne parlerai pas des diagnostics complémentaires à visée étiologique, puisqu'on en a longuement parlé précédemment. Et pour les traitements, le traitement éthiopathogénique par dopathérapie a-t-il un sens ? Ben oui et non, non, parce que la plupart du temps, la camptocormie apparaît alors que le patient est déjà traité, et souvent par des associations thérapeutiques. C'est vrai que la réponse de la camptocormie est variable à la L-Dopa, et elle survient et elle ressemble dans sa réponse à la situation du freezing, et donc se trouve directement en lien avec ces troubles posturaux. Alors, dans les traitements nouveaux, ou ceux qui laissent de l'espoir et des interrogations en tout cas, la stimulation pallidale bilatérale a été décrite dans un certain nombre de cas. Ce serait peut-être une ouverture thérapeutique, un espoir, mais c'est de loin pas une méthode qui est largement utilisée et qui a fait ses preuves. La deuxième méthode thérapeutique, qui non plus n'est pas très largement diffusée, consiste à l'injection de toxines botuliques dans les droits de l'abdomen lorsqu'on observe cliniquement une hypertonie de cette musculature.
Un certain nombre d'équipes la pratiquent, dont l'équipe de Lille, mais là aussi, ça n'est pas extrêmement fréquent et dans la région Alsace, nous n'avons pas l'expérience. Alors le traitement, qu'est-ce qui nous reste par rapport à cette camptocormie qui au départ est souple, parfaitement réductible, surnom dans le contexte de ce Parkinson? Eh bien l'objectif c'est de restaurer l'équilibre sagittal et de le maintenir le plus longtemps possible dans la meilleure position pour favoriser la déambulation et limiter la perte d'autonomie. C'est vrai que tant qu'on a une réductibilité, au moins partielle de la déformation, on va pouvoir introduire sans trop de difficulté un appareillage et contrôler les facteurs aggravants. L'objectif, c'est aussi d'améliorer la qualité de la vie, éviter les chutes, puisque la camptocormie va aussi faciliter les chutes, stabiliser l'évolutivité et avoir un effet antalgique, parce que la posture en antéposition, à la longue, est génératrice de douleur. Alors, les protocoles associent toujours la rééducation et l'appareillage. La rééducation le plus précoce possible dans cette phase débutante dans la camptocormie n'est pas toujours aisée, puisque la plupart du temps, on est dans la phase déjà bien établie de la maladie. Il faut utiliser les périodes ON, où le patient a un contrôle moteur volontaire. En dehors de ces périodes-là, on reste dans une méthode classique de rééducation, vous verrez, comme celle de toutes les syphoses, et on n'a pas de traitement bien spécifique, il n'y a pas de travaux ni d'études au sujet de la rééducation des camptocormies dans la maladie de Parkinson. Donc le principal outil, ça va être le corset, d'abord provisoire, plâtré ou en résine d'essai, avant d'éventuellement confectionner un corset définitif qui est toujours bien toléré à la phase initiale de l'évolution lorsque le rachis est réductible et qu'il n'y a pas de rétraction des plans sous-pelviens et qu'il y a une bonne rétroversion pelvienne pour permettre la verticalité. La rééducation. Alors, dans les périodes ON, l'objectif, c'est pour garder la rétroversion pelvienne qui permet la réaxation du tronc, il faut restaurer les mobilités pelviennes et sous-pelviennes. Ce sont des mobilisations classiques en rééducation. Donc voici un exemple. Il faut conserver, revalider les chaînes musculaires d'extension. Alors ça peut paraître un peu utopique dans la maladie de Parkinson, puisque là ce sont effectivement des mouvements que tous les Parkinsoniens ne font plus forcément à un certain stade de leur maladie. Et il faut travailler le contrôle postural actif en proprioception par tous les moyens possibles en rééducation, et je pense que nous en verrons tout à l'heure un certain nombre d'exemples. L'appareillage. L'appareillage peut être plus ou moins invasif. Le premier objectif, c'est de recréer une lordose lombaire qui va permettre de réaxer l'ensemble du tronc. Et selon le stade de cette grande syphose et sa souplesse, on va pouvoir utiliser un corset court au départ, qui donc a pour but avec un appui lombaire, de recréer cette lordose, d'antépositionner le bassin et de maintenir en avant par des appuis plus ou moins hauts, en sternal, épigastrique et suspubien, la verticalité de façon passive. Alors, ce peut être des petits corsets monocoques au départ, tout en début, lorsque la déviation est peu marquée, des corsets monocoques ou bivalves, polyéthylène la plupart du temps. Là, c'est un exemple pour montrer la réduction possible, par exemple dans un cadre, avec un soutien. Le patient peut corriger totalement cette déviation sur le plan de face également. Et on peut, dans ce cas-là, lui proposer une grande orthèse qui va le réaxer. La difficulté après, c'est une fois que le traitement orthopédique est mis en cours, il l'est pour la vie. Généralement, on ne peut pas, et il est à port diurne, et ça pose un certain nombre de problèmes. Le corset est bien toléré tant qu'il n'y a pas de rétraction d'ankylose sous-jacente. Alors, toutes sortes de formes sont proposées. On doit toujours libérer aussi largement que possible la poitrine. Il faut éviter des appuis trop contraignants. Donc la plupart du temps, les appuis remontent assez haut en sternoclaviculaire et dégagent largement le thorax en avant. Ce sont des formes bivalves emboîtées qui assurent une bonne stabilité et qui sont très légères. Dans d'autres situations, on fait des appuis plus bas en sus épigastrique pour améliorer la tolérance sans être totalement réducteur. Et dans un grand nombre de cas, on est extrêmement limité. Pourquoi ? Parce que les patients